Bonjour et bienvenue à notre conférence d'aujourd'hui qui est co-organisée par IFRI à Paris, par les forums Bruno Kreisky de Vienne et par le Centre franco-autrichien pour les rapprochements en Europe, dont je suis le secrétaire général. On discute aujourd'hui sur la question si on assiste à la fin du leadership américain et surtout quels seront les défis et les implications pour l'Europe et le système international. Je suis très heureux d'avoir deux expertes pour ce thème qui est en fait pris d'un éditorial que vous, Madame Nardon, avez publié récemment à l'IFRI. Vous l'avez lié à la question de COVID-19, mais on va bien au-delà. Je suis aussi très heureux de voir Madame Novotny, qui est vice-présidente du Forum Bruno Kreisky. Elle est aussi présidente du conseil universitaire de l'Université de Vienne. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'il est encore plus important, elle a eu une carrière diplomatique tout à fait impressionnante. Après être conseillère diplomatique du chancelier Vranitzky, elle était ambassadeur d'abord à Paris, après à Londres et finalement à Washington. Donc, je voudrais, si vous voulez bien, commencer avec vous, Madame Nardon. Comme je viens de le dire, vous avez publié récemment un éditorial. Vous avez constaté que pour la première fois, en fait, les États-Unis ont refusé de prendre la question de la crise globale en main sur le plan international, privilégiant plutôt une solution tout à fait nationale. Là, on voit vraiment quelque chose de nouveau dans la période d'après-guerre, parce que jusqu'à maintenant aussi, si on voit par exemple la crise financière de 2008, c'était tout à fait clair que c'était les États-Unis qui organiseraient la réponse internationale, soit dans le cadre de G20, mais aussi dans les autres enceintes. Donc cette fois-ci, les G20 sont pratiquement absents. On ne voit pas de volonté de discuter de la crise au sein des Nations Unies. Et même si on regarde un peu le cadre plus restreint des G7, qui est vraiment le cadre des États-Unis et ses alliés, on n'est pas arrivé à trouver un consensus sur une déclaration commune. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, ok. Merci beaucoup de me donner la parole et au passage, avant tout, merci vraiment de tenir cette réunion en français. C'est évidemment très confortable pour moi et je suis bien au courant de ce que c'est que de faire une conférence dans une langue qui n'est pas la sienne, donc je vous remercie. Alors, pour répondre donc à votre question et lancer cette conférence, je vais donc parler quelques minutes, comme nous sommes convenus, de l'attitude des États-Unis par rapport aux institutions internationales et à la Chine depuis plusieurs années, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir et enfin depuis le début de cette crise du Covid-19. Alors, on a l'habitude de dire que le président Trump est opposé au multilatéralisme et désireux de mener une politique internationale beaucoup plus nationaliste et beaucoup moins intégrée au système international. C'est tout à fait vrai, je ne vais pas du tout remettre ça en question, mais il faut quand même voir que cette attitude n'est pas entièrement nouvelle pour les États-Unis, qui ont toujours eu une notion d'eux-mêmes et de leur rôle dans le monde un peu exceptionnelle. C'est-à-dire que les États-Unis considèrent que, par exemple, leur droit national n'est pas inférieur au droit international. C'est-à-dire que le droit international prend une place secondaire par rapport au droit américain. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et cette idée de l'exceptionnalisme américain, puisque c'est de cela qu'il s'agit, a été centrale dans la politique étrangère des États-Unis depuis longtemps. Et donc, même lorsque nous avions des
administrations américaines multilatéralistes et reconnaissantes du rôle de l'ONU, elles avaient quand même cette image du rôle des États-Unis qui était très particulière. Ça, c'est dans le passé. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, il procède à un détricotage absolument systématique et tous azimuts du rôle des États-Unis, de la présence américaine dans les institutions internationales. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas perdre trop de temps, mais il y a une très longue liste des traités dont les États-Unis sont sortis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, des traités commerciaux, le Trans-Pacific Partnership, ce traité entre les États-Unis et puis le reste du monde américain et asiatique, les accords de Paris sur le climat, bien sûr, mais aussi des accords de sécurité, alors le JCPOA, qui est l'accord nucléaire avec l'Iran, mais aussi New START, un accord d'équilibre stratégique nucléaire dont il n'a pas engagé la renégociation avec la Russie, pardon. Enfin, la liste est très très longue, si vous voulez, d'un détricotage du système international libéral, puisque c'est son nom officiel depuis 1945 et depuis 1990. Alors, ce qu'il se passe de nouveau avec l'épidémie de coronavirus depuis 3 mois, c'est que cela se traduit de manière très très claire vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'ONU. Vous avez tous entendu que les États-Unis ont menacé de suspendre leur financement de l'OMS, c'était le 18 mai dernier. Le président Trump a donné à l'Agence mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, un délai de 30 jours pour réformer leur attitude, être moins pro-chinois, sans quoi les États-Unis interrompront leur financement à l'agence, à l'OMS. Et là, ça croise, si vous voulez, les deux bêtes noires, les deux fixations du président Trump en politique internationale, qui sont, j'en ai parlé, son détricotage du multilatéralisme, donc une méfiance de tout ce qui est ONU, et deux, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est évidemment sa grande méfiance, pour ne pas dire son hostilité à la Chine, qui se manifeste de 1000 manières, mais ce n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui. En ce qui concerne l'OMS, Trump donc refuse l'autorisation, il critique l'attitude du directeur général de l'agence, qui est un Éthiopien, le docteur Trensos, et qui suit aux yeux de Trump une ligne beaucoup trop favorable à la Chine. Alors, donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que l'on voit depuis le début de l'épidémie, je m'arrêterai là pour laisser parler Madame Novotny, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, et c'est une première depuis 1945, les États-Unis n'ont pas pris le leadership mondial pour répondre à cette épidémie. Ce qu'ils auraient fait dans le passé, qu'ils ont fait par exemple en 2014 lors de l'épidémie d'Ebola, eh bien cette fois-ci, ils ne le font pas. Et j'en veux pour preuve principale le fait que lorsque l'Union européenne, le 4 mai dernier, a lancé ce grand effort qui s'appelle ACT, Access to COVID-19 Tools, un effort qui est mené par l'Union européenne et l'OMS d'ailleurs, pour lever 7,5 milliards d'euros pour développer un vaccin, un effort international. Donc l'idée, c'est que si un vaccin est trouvé, il sera mis à la disposition de tous. Et bien, ce qui est extraordinaire, et je le déplore, mais c'était quand même extraordinaire, c'est que les États-Unis ont refusé de participer. Donc aujourd'hui, on arrive, après 4 ans de Trump, à une situation dans laquelle les États-Unis, pour la première fois depuis 1945, refusent de prendre le leadership d'un effort international dans une crise majeure. Voilà. Donc la situation est quand même inédite en ce qui concerne le leadership américain.
Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Hein, c'était très intéressant pour commencer. Et vous avez parlé de l'exceptionnalisme américain qui est bien sûr quelque chose qu'on trouve dans l'histoire et qui n'est pas tout à fait nouveau, mais vous avez très bien démontré comment la situation est différente aujourd'hui. Si on la compare à d'autres occasions où les États-Unis n'étaient pas toujours en accord avec le droit international ou même avec l'opinion majoritaire dans l'Alliance. Par exemple, en 2003, quand les États-Unis ont décidé de lancer la guerre en Irak, il y avait les ruptures au sein de l'Alliance transatlantique, surtout avec la France et l'Allemagne à l'époque. Et je me demande un peu si on voit un certain parallélisme, mais je voudrais demander ça à Madame Novotny, qui était ambassadrice à Washington à l'époque et qui a analysé la situation aux États-Unis avant, pendant ce temps et après. Eva. Mille merci et merci aussi à Madame Nordon parce que je peux très bien continuer en parlant de ce où elle s'arrêtait. C'est quand même pour nous tous une situation extraordinaire de voir que les États-Unis, superpuissance, avec toute l'insistance sur l'exceptionnalisme, ont abandonné toutes sortes de leadership dans une crise mondiale. Une crise d'une telle magnitude, et c'était, si je rappelle un peu l'histoire, c'est la première fois que les États-Unis ne comptent plus dans le management, dans le handling d'une telle crise mondiale. Nous sommes tous conscients que les relations transatlantiques, les relations entre l'Europe et les États-Unis ont une importance spéciale pour des raisons différentes. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons politiques, il y a des raisons culturelles, humaines. Alors, il y a tout un éventail des raisons pour lesquelles la coopération et les relations transatlantiques sont très spéciales pour nous. Mais, c'est dit, c'était jamais un lit de roses, parce qu'on a toujours eu aussi des problèmes. De petits problèmes, quelquefois des problèmes un peu plus grands. Je suis arrivée pour la première fois aux États-Unis en 1078. Et dès ce moment-là, j'ai suivi le développement des relations transatlantiques et aussi la coopération politique avec les États-Unis. Et je rappelle un peu ce qu'on a eu, l'attitude des États-Unis. On a parlé d'europécimisme, on a parlé d'eurosclérose. Alors, c'était toujours une amitié, mais aussi avec un peu de critique et un peu de mépris. Quelquefois, les problèmes sont devenus un peu plus grands. Et vous avez rappelé que je suis arrivée à Washington en septembre 2003 comme ambassadeur d'Autriche. C'était quelques semaines, plutôt quelques mois, après le début de la guerre en Irak. Et c'était une crise dans les relations avec l'Europe d'une magnitude un peu plus grave. C'était la première fois où les États-Unis ont consciemment et avec une intention politique essayé de diviser l'Union européenne dans sa réponse à la guerre. On a parlé de Old Europe vis-à-vis New Europe, et c'était président Bush et vice-président Cheney, ministre de Défense Rumsfeld, qui ont, avec beaucoup de moyens, travaillé sur des pays pour éviter une réponse conjointe et cohérente de l'Union européenne à cette crise. Dans cette année, ce n'était pas la seule crise. On a eu déjà le début des différences
dans la réponse des États-Unis et de la réponse de l'Union européenne vis-à-vis de l'Iran. Et je me souviens que à plusieurs reprises, j'étais appelée au State Department et aux autres ministères pour entendre la critique des États-Unis à la coopération que l'Europe a déjà eue financièrement et économiquement avec l'Iran. Je pense que un de ces problèmes qui se posait toujours dans les relations est le problème de cet exceptionnalisme des États-Unis. Le droit qu'ils arrogent que le droit américain, les lois américaines sont plus importants que le droit international et aussi la législation et le développement de la loi européenne. C'est quelque chose qui nous a toujours eu des difficultés. Et en plus, j'ajouterais qu'on ne doit pas ignorer les différents développements dans la société. Parce que la société, en général, aux États-Unis, a pris un développement un peu différent du développement en Europe. C'est devenu beaucoup plus conservatoire, c'est beaucoup plus religieux. Il y a des conséquences politiques qui arrivent de ce développement social qui ne vont pas disparaître, même avec un changement politique que peut-être on va avoir en novembre. Merci pour cette perspective un peu historique, mais qui est moi-même, je pense, très intéressante pour comprendre un peu la situation actuelle, mais aussi de comprendre peut-être un peu mieux où nous allons, peut-être. Tu as parlé de la campagne électorale déjà, et donc je voudrais, avant qu'on parle des implications de la situation en Amérique pour l'Europe, peut-être poser la question: comment vous voyez, et je voudrais d'abord demander à vous, Madame Lardon, comment vous voyez la situation après les élections? Il y a évidemment deux scénarios. Il y a l'un qui suppose un deuxième mandat pour le président Trump. Qu'est-ce que ça signifierait? Et le deuxième scénario, ce sera une victoire électorale du monsieur Biden, qui représente quand même une vue du monde assez différente de celle qu'on a vue avancée par le président Trump. Alors, comment est-ce que vous voyez peut-être aussi la fin de la campagne électorale que vous suivez très, très étroitement, étant directrice du programme Nord-Amérique de l'IFRI, mais surtout, quels seront peut-être deux scénarios pour la position de l'Amérique après? Oui, merci beaucoup. Merci Madame Novotny pour votre réponse qui était vraiment très intéressante. Et je pense que j'étais à Washington en même temps que vous, en 2003, parce que j'ai habité là-bas. Enfin bon, bref, ça n'est pas le sujet. Alors, sur la question de la campagne électorale américaine et des différents scénarios en termes de politique étrangère, écoutez, ça tombe bien parce que j'ai rédigé un article pour le prochain numéro de Politique étrangère, la revue de l'IFRI, qui sort début juin et qui porte sur les alternatives de la politique étrangère américaine en novembre prochain. Alors, donc on va les prendre chacun leur tour. D'après mes recherches et mes discussions à Washington, etc., ce que je peux dire, c'est que je pense, si Trump est élu, évidemment, ça va continuer pareil. C'est-à-dire qu'on aura la même politique étrangère nationaliste qu'il mène depuis 4 ans, sachant que le nationalisme de Donald Trump est à la fois un nationalisme de repli, avec l'envie de se replier sur l'Amérique, donc un repli, mais cette politique est en même temps
de temps en temps, très agressif. Donc c'est à la fois en repli et à la fois très agressif, suivant les sujets et peut-être aussi suivant les jours, parce que nous avons un président qui est extrêmement imprévisible et changeant. Mais je pense que fondamentalement, ça ne changerait pas. Les observateurs démocrates pensent qu'avec ce président aussi dangereux, le risque du déclenchement accidentel d'une guerre, que ce soit avec l'Iran ou la Corée du Nord, n'est pas à écarter. Il faut croiser les doigts et espérer que ça ne se produira pas. Bon, maintenant, il est beaucoup plus intéressant et nouveau de parler de la politique étrangère de Joe Biden, parce que Joe Biden, depuis plusieurs mois que la campagne est démarrée, a toujours dit que sa politique étrangère serait la politique étrangère traditionnelle des démocrates centristes, donc un retour au multilatéralisme, un retour aussi à cette idée d'une Amérique exceptionnelle qui doit faire le bien dans le monde, donc une politique morale. Par exemple, si Biden était élu, je pense que les critiques vis-à-vis de la Chine seraient assez fortes sur la question des droits de l'homme, alors que Trump attaque la Chine sur beaucoup de choses, mais jamais sur les droits de l'homme. Avec Biden, ce serait le retour de ça. Donc, Biden a dit ça depuis des mois. En gros, ce serait un retour à la politique étrangère à laquelle les États-Unis nous ont habitués depuis des décennies, même lorsque c'était des présidents républicains d'ailleurs, une politique morale, multilatéraliste, etc., donc traditionnelle. Mais ça n'est pas si simple parce que depuis quelques semaines, Joe Biden a reçu le soutien de l'aile gauche du Parti démocrate. Et je veux parler là d'Elizabeth Warren et de Bernie Sanders, qui, vous savez, étaient ses concurrents dans la campagne des primaires démocrates. Ils se sont retirés et maintenant ils ont apporté leur soutien officiel au président. Donc c'est très bien. Et ça, si je peux faire un aparté, je pense que la candidature de Joe Biden est assez forte pour l'instant. Je ne suis pas sûre qu'il va gagner, mais il est quand même remarquable qu'il ait fait l'unité du Parti démocrate derrière lui. Ça n'était pas du tout acquis il y a quelques semaines. Mais, et je reviens à la politique étrangère, ce soutien a un prix. Et je pense que Joe Biden va devoir tenir compte des projets de politique étrangère qu'ont les partisans de l'aile gauche du Parti démocrate. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une politique étrangère qui est un petit peu différente de celle que propose Joe Biden. Joe Biden, donc lui, il est pour la défense de la démocratie, le respect des droits de l'homme, etc. Tout cela est très bien. Mais quand on va voir du côté du programme de Bernie Sanders, eh bien lui, il propose une politique étrangère qui est beaucoup plus attachée, non pas aux libertés politiques, enfin certainement, mais enfin il fait passer devant très clairement les questions d'égalité sociale et de justice économique. Par exemple, Bernie Sanders critique beaucoup la Russie parce qu'il l'accuse d'être une kleptocratie. Bernie Sanders accuse l'Arabie saoudite dans sa guerre au Yémen en disant que l'Arabie saoudite est une pétromonarchie qui là aussi attaque les plus pauvres et les plus vulnérables. Vous voyez, là où Biden met le curseur sur les questions de liberté et de démocratie, Bernie Sanders met le curseur sur les questions de justice économique et de défense des plus pauvres dans chaque société. D'ailleurs, Bernie Sanders est très pro-palestinien par rapport à l'establishment américain qui est beaucoup plus favorable au gouvernement israélien. C'est une différence extrêmement forte entre les deux ailes du Parti démocrate. Et donc, je conclus en disant que si M. Biden est élu, il fera donc une politique étrangère beaucoup plus multilatéraliste que celle de Trump, ça c'est facile, mais il aura une approche peut-être qui n'est pas encore très claire, parce qu'il doit, si vous voulez, respecter, faire un peu de place
aux exigences de l'aile gauche de son parti. Et donc, on aura une politique étrangère qui n'est pas encore complètement définie, mais qui sera certainement plus exigeante sur les questions de justice économique. Et évidemment, j'en ai pas encore parlé, mais le maître mot, c'est la remise en cause du libre-échange dans cette nouvelle politique étrangère. Ce qui ne sera pas très loin de la politique étrangère de Trump. Il y a des correspondances comme ça entre les deux. Mais je m'arrête là et on y reviendra dans les questions sans doute. Merci. Merci, c'est très intéressant cette analyse, surtout quand vous dites qu'après toutes les différences, il y a certaines choses, surtout en ce qui concerne la politique commerciale, qui aura évidemment des implications pour l'Europe considérables, où on verrait peut-être des perspectives un peu inattendues. Madame Novotny, peut-être tu veux commenter là-dessus aussi? Oui, bien sûr. Je laisse à part pour le moment la personnalité du président Trump et toutes les petits problèmes psychologiques qu'on a vus et venus un peu exagérés dans les récents passés. Mais il faut, je pense, baser une considération sur leur agenda de la sécurité nationale qu'ils ont publié tout de suite après président Trump a pris le gouvernement. Et dans cet agenda de la sécurité nationale, ils ont très clairement et très précisément expliqué ce qu'ils voient comme objectif dans la politique extérieure. Alors, un rejet de multilatéralisme, un mépris pour les organisations internationales et une emphase sur une politique étrangère basée sur des relations directes au niveau national avec des autres leaders politiques. Alors, ce n'est pas une politique étrangère basée sur la diplomatie et les négociations, c'est une politique étrangère basée sur deal-making entre les acteurs politiques. C'est une différence énorme à la politique étrangère qui a été cultivée par le président Obama et qui a influencé aussi vice-président Biden et maintenant candidat Biden. Je pense, si Trump sera réélu, on va voir une continuation de la politique de maintenant, un peu même exagérée, un peu plus forte et un peu plus peut-être irrationnelle. Si président Biden est élu, si M. Biden est élu comme président, on va voir, à mon avis, un retour plus ou moins à l'orientation de la politique étrangère du président Obama, avec une forte reliance sur le multilatéralisme et une définition des États-Unis comme un acteur en coopération avec beaucoup des autres dans un système international. Beaucoup, à mon avis, va dépendre de son choix comme running mate et comme possible vice-président. Si ce sera Madame Warren ou peut-être quelqu'un d'autre, ça va avoir une influence sur l'orientation de la politique. Mais je pense pour les conséquences d'une réélection du président Trump sont assez graves en ce qui concerne la politique internationale et ce qu'on appelle comme gouvernance internationale. Merci beaucoup. Une chose me paraît assez claire. Dans les deux scénarios, il y a quand même un développement dans les dernières années qui est tellement différent de tout ce qu'on a vu dans la politique étrangère américaine dans le passé que ça touchera directement aussi à l'Europe et c'est la montée en puissance de la Chine. C'est la première fois depuis la fin de la guerre froide que maintenant on assiste à une situation où il y a un rival stratégique pour les États-Unis et c'est la Chine. Donc,
il y a pas mal de gens qui disent, même avec un président Biden, cette rivalité ne peut que s'aggraver dans les années à venir. Donc, très souvent, il y a cette question qui est posée par les journalistes. Est-ce que les Européens doivent choisir entre les États-Unis et la Chine? C'est une question qui me paraît pas tout à fait claire et justifiable, mais la question se pose vraiment: quelles sont les conditions pour rétablir la confiance entre les partenaires dans le système transatlantique, qui doit être la base pour une politique plus cohérente au sein de l'Alliance, d'une part, et d'autre part, quelles sont les conditions pour l'Europe, soit avec un président Biden ou soit avec un président Trump, pour sauvegarder son indépendance, pour sauvegarder ses intérêts face à cette situation, à cette rivalité entre les deux superpuissances qui pose quand même une situation qu'on n'a jamais vue depuis assez longtemps. Madame Nardon, vous avez adressé cette question aussi dans les articles que vous avez publiés. Comment est-ce que cette situation, les implications pour l'Europe, et comment est-ce que nous pourrions nous en sortir d'une façon pour vraiment être en mesure de jouer un rôle géopolitique tel qu'elle a été prononcée par la présidente de la Commission, ou aussi pour assurer une autonomie stratégique dans le sens que le président Macron l'a articulé à plusieurs reprises? C'est une question très difficile. La réponse n'est pas très, à mon sens, pas très convaincante, malheureusement. Je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est que si le président Biden était élu, il y aurait mécaniquement, ça créerait mécaniquement des difficultés pour le projet de montée en puissance de la Chine, parce que les États-Unis redeviendraient plus actifs dans le système international et donc entraveraient de fait les tentatives chinoises de monter en puissance dans le système international. Donc rien que pour ça, ce serait une bonne chose. Mais le plus gros problème, c'est celui de la confiance. Vous venez de dire le mot. Et je pense que malheureusement, la confiance transatlantique est très abîmée. Alors, elle est très abîmée activement par Donald Trump, puisque, comme on sait, le président Trump considère que le projet européen, le projet de l'Union européenne, est un projet abominable à ses yeux, parce que, comme lui est un nationaliste, il considère que le processus de construction européenne, avec les transferts de souveraineté, il considère que c'est une abomination, donc il est très contre l'Europe, certes. Donc il abîme le lien activement, ça c'est vrai. Et donc ça continuerait s'il était réélu, ce serait très négatif. Mais là où c'est quand même très embêtant, c'est que même si Joe Biden est élu, je ne vois pas très bien comment la confiance reviendrait durablement entre l'Europe, l'Union européenne, les États européens et les États-Unis, parce que nous commençons à apprendre la leçon. Et la leçon sur le long terme, c'est que les États-Unis mènent des politiques contradictoires entre les présidents démocrates et les présidents républicains. Et ça date d'avant Donald Trump. Rappelez-vous que dans les années 2000, le président Bush n'avait pas voulu faire ratifier le protocole de Kyoto sur les questions environnementales, un accord qui avait été signé sous Clinton, et ensuite sous Bush, il n'a pas été ratifié. Donc nous avons une expérience ancienne de coups de balancier entre président démocrate et président républicain, ce qui veut dire qu'un prochain président démocrate reviendrait dans les accords de Paris, ferait tout un tas de choses très positives à nos yeux, nous, Européens, libéraux démocrates, mais que nous ne pourrions pas
ne pas craindre qu'un prochain président républicain revienne à nouveau en arrière. Et là, honnêtement, je n'ai pas de solution. Alors, côté européen, il y a des initiatives. Il y a l'initiative franco-allemande pour un nouveau multilatéralisme. Ça, Madame Novotny va peut-être en parler mieux que moi. Donc, puisque la conclusion de tout cela, c'est que nous, Européens, nous ne devons compter que sur nous-mêmes, malheureusement. Peut-être que Madame Novotny a des choses plus optimistes à dire. Eva. Je ne sais pas si ce sont des choses plus optimistes que j'ai à dire, mais je voudrais ajouter une observation. Nous avons parlé beaucoup du président Trump et de possibilité d'un président Biden, mais il ne faut pas, et certainement dans le système constitutionnel des États-Unis, le président a un rôle extraordinaire et une force extraordinaire dans la formulation de la politique étrangère. Mais quand même, il ne faut pas oublier que dans les dernières quelques années, on a établi un système républicain dans les différents États des États-Unis, dans les judiciaires et tout ça qui ne vont pas disparaître avec un changement dans la personnalité du président. Et il faut voir aussi comment les élections en novembre vont changer le Congrès et le Sénat et peut-être aussi la deuxième chambre. Je pense que ça peut influencer la formulation de la politique étrangère aussi. En ce qui concerne l'Europe, je pense que l'Europe doit s'adresser à quelques problèmes qui sont, à mon avis, très importants. La première est, M. Borrell a dit l'autre jour que l'Europe doit trouver vis-à-vis des États-Unis un autre langage, un langage beaucoup plus fort, beaucoup moins hésitante et beaucoup moins permissive, si vous voulez. Il faut retrouver un esprit de clarté et de force dans la formulation de leur intérêt propre et de la politique internationale de l'Union européenne. Ce qui nous manque maintenant. Ils sont trop hésitantes et trop vagues quelquefois dans la poursuite de nos intérêts propres. Deuxièmement, il y a, à mon avis, un intérêt de première importance, et c'est le renforcement du multilatéralisme, qui est vraiment très gravement endommagé. Le respect pour le droit international, le respect pour les Nations Unies et toutes les autres institutions qu'on a créées, je trouve ça d'une importance extraordinaire. Troisièmement, il y a un tas de problèmes que l'Europe doit adresser dans son intérêt propre, et ce sont les problèmes de désarmement. Nous avons vu dans les dernières 2 années, on a abandonné les traités sur le désarmement nucléaire et aussi le traité sur les forces conventionnelles en Europe. Ce sont des choses qui touchent l'Europe immédiatement et dont un intérêt de sécurité propre. Et le dernier point est l'Europe ne peut pas continuer d'exercer une grande influence financière et économique, mais sans un équilibre dans l'influence politique. Et j'espère que l'Europe, indépendamment qui va gagner les élections présidentielles aux États-Unis, doit s'adresser à ces problèmes. Merci beaucoup. Est-ce que vous permettez que je revienne encore une fois sur
les relations entre les États-Unis et la Chine, parce que ça me paraît tellement important, pas seulement pour les relations bilatérales, le système politique international, tout ça, mais surtout pour l'Europe. Et si je pourrais répondre à ce que vous avez dit, Madame Dardon, au début, quand vous avez parlé de la position possible du président Biden sur les commerces, c'est clair qu'entre ce qu'on va entre la Chine et les États-Unis, c'est surtout une rivalité commerciale, mais aussi sécuritaire. Donc, il y a deux questions qui sont vues peut-être d'une manière semblable par Trump et Biden, mais on pourrait même dire que peut-être avec un président Biden, nous verrons une politique envers la Chine aussi dure, si vous voulez, mais peut-être aussi plus claire dans le sens qu'il forcera les Européens de choisir vraiment dans un certains secteurs tels que les cyber et les digitales. Il y a ceux qui disent qu'avec Huawei, la position de l'administration Trump est peut-être un peu moins claire, un peu plus ambiguë même que la position d'un président Biden. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça, c'est une question. La deuxième, si on voit une position plus sceptique d'une administration démocrate en ce qui concerne les règles du commerce international, qu'est-ce que ça veut dire pour l'espoir de l'Europe de trouver des moyens pour renforcer quand même le système dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui est maintenant un peu à part à cause de la décision des États-Unis de ne pas y participer. Mais nous, on a toujours vu, si vous voulez, la possibilité d'œuvrer ensemble dans le cadre de l'OMC comme un moyen de forcer la Chine de jouer d'après les règles du jeu. Et ça, ce sont des questions où je pense il faudra aussi avoir une position très claire de la part de l'Union européenne. Alors, sur ces questions-là, de commerce avec la Chine, y compris le digital, et puis les affaires de Huawei, en réalité, je pense, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'en fait, il faut, même l'Europe, nous, Européens, il faut reconnaître que Donald Trump a eu un certain impact positif. Parce que jusqu'alors, jusqu'à son arrivée au pouvoir, il faut quand même dire que les Occidentaux, observaient quand même un silence poli par rapport aux abus que la Chine pouvait faire par rapport aux règles de l'OMC. Comme vous savez, lorsque la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001, elle a bénéficié du statut de pays en développement pour avoir un certain nombre de dérogations par rapport aux règles de l'OMC, par exemple sur les règles sociales du travail, sur les règles environnementales, etc. Et l'idée, c'était que la Chine, lorsqu'elle en aurait les moyens, qu'elle se développerait, se mettrait naturellement à respecter les mêmes règles que les autres pays développés. Mais évidemment, on a vu qu'il n'en était rien. Et la Chine a continué à profiter à fond de ces dérogations. Et les Occidentaux étaient très gênés pour parler de ça et pour dire à la Chine qu'il fallait que ça cesse. Et d'une certaine manière, le président Trump, en agissant comme l'éléphant dans le magasin de porcelaine, nous a peut-être rendu service en critiquant l'OMC de manière excessive, certainement. Il oblige l'OMC à réfléchir de manière dure à des réformes qu'elle devrait faire. Et je veux pour preuve de ce que je dis, le fait que le programme de Joe Biden lui-même prend en compte toutes ces nouvelles idées.
il est assez ferme sur les questions de commerce avec la Chine, Joe Biden, et il dit aussi, par exemple, sur le libre-échange, on ne reviendra pas en arrière, il faut un libre-échange plus juste, etc. Et donc, pour répondre à votre question, qu'il s'agisse de l'affaire Huawei ou de l'OMC, même, je pense qu'on a, avec Trump, ou peut-être même grâce à Trump, nous avons changé d'époque. Nous avons changé d'époque. Et même si un président démocrate est élu au mois de novembre prochain, la Chine ne peut pas espérer revenir à un système international qui soit aussi coulant, aussi comment dirais-je, timide par rapport à ces pratiques. Et je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Merci. C'est une analyse très intéressante et aussi il faut quand même voir que après tout, on a des différends avec les États-Unis, mais sur les fonds, on est d'accord sur pas mal de problèmes et même au sein de l'OMC, il y a toujours ce groupe trilatéral, les États-Unis, l'Europe et le Japon qui au moins discutent de la réforme de l'OMC. Alors peut-être tout n'est pas perdu. Madame Novotny, peut-être dans ce contexte aussi une question sur le futur de l'OTAN et de la relation entre les efforts de l'Europe de se doter d'une défense autonome plus capable et d'autre part l'accord qui est commun à nous tous de préserver l'alliance transatlantique aussi dans le futur. Oui, nous avons vu que M. Trump, président Trump, a aussi mis en question l'importance de l'OTAN comme un des piliers dans la politique de sécurité aussi de l'Europe, pas seulement des États-Unis. Et je pense que maintenant, il y a un grand esprit dans l'Europe qu'il faut augmenter un peu les efforts dans la défense et la sécurité de l'Europe même, indépendante des structures transatlantiques. Je veux pour un moment revenir à ce que nous avons parlé maintenant de la Chine. Et je pense qu'il est important de savoir ou de reconnaître que pendant des décennies maintenant, le monde a suivi un programme de développement basé sur démocratie parlementaire, libre-échange, système économique capitaliste, droits de l'homme et liberté de l'information et tout ça. Chine a suivi une autre route. Elle a montré au monde que c'est possible d'avoir beaucoup de succès dans le développement économique avec un système politique autoritaire. Et cette modèle qu'elle présente a beaucoup d'attraction pour les autres pays. Et même on trouve des réactions positives en Europe même. Yeah. Et je pense que c'est un développement très dangereux. Et c'est surtout dans cet aspect que je trouve la coopération transatlantique entre les États-Unis et l'Europe si important, parce que seulement si tous les deux trouvent un moyen de travailler ensemble, on peut mettre disons-nous, un autre modèle assez fort et convaincant à la modèle chinoise. Merci beaucoup. Peut-être on pourrait parler plus profondément de la Chine à une autre occasion. Ça sera un problème qui reste avec nous. Je voudrais, pour conclure cette conférence, peut-être prendre deux questions qui ont été posées par des participants. Je les lirai les deux l'une après l'autre. Il y avait une question
pensez-vous que le repli nationaliste des États-Unis reflète l'opinion de la population américaine? Si oui, pourquoi la population américaine, ou du moins sa majorité, serait-elle hostile au système international? Et la deuxième question, qui est tout à fait différente, sera: si Biden est élu, quelle hypothèse s'agissant de l'évolution de la politique américaine vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, et spécifiquement s'agissant des sanctions américaines pesant sur la Russie? Peut-être je voudrais vous demander de répondre à les deux questions qui sont assez différentes, mais comme on n'a pas trop de temps, ce sera peut-être la façon la plus efficace. Madame Nadeau. Voilà, me voici. Pour répondre à la première question, est-ce que l'électorat de Trump le suit sur sa position nationaliste et anti-multilatéraliste? Je pense que oui, très clairement. L'électorat de Trump, qu'il soit populiste ou conservateur, déjà ne s'intéresse pas tellement à la politique étrangère et partage tout à fait le nationalisme du président. Les conservateurs américains, la droite chrétienne, étant seulement très pro-israélienne. C'est tout. Donc, oui, c'est simple. Les gens qui ne s'intéressent pas beaucoup de toute manière politique sont plutôt Make America Great Again, centrés sur leur propre pays. Sur la deuxième question, si Biden était élu, je pense que la politique qu'il suivrait vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie serait assez ferme. C'est la politique que suivent les États-Unis aujourd'hui parce que c'est la politique que le Congrès demande. Les élus américains au Congrès, qu'ils soient républicains ou démocrates, sont tous extrêmement méfiants vis-à-vis de la Russie de M. Poutine. Et ils ont fait plier le président en maintenant les sanctions sur la Russie. Et donc Biden sera sur cette ligne-là si jamais il est élu. Je m'arrête là. 3 minutes pour Madame Novotny. OK. Eva. Merci. Comme Madame Nadeau, je suis convaincue que les mots Make America Great Again résonnent dans une grande majorité de la population américaine. Quand même, je ne suis pas convaincue que la majorité de la population est tellement méfiante de la coopération internationale. Il y a beaucoup de sondages des institutions très réputables qui montrent que, par exemple, l'estime dans la population des Nations Unies et des autres organisations spécialisées des Nations Unies et dans tous les systèmes internationaux sont beaucoup plus favorables qu'on peut-être penser en observant la politique étrangère. En général, on doit constater que la majorité de la population n'est pas tellement bien informée sur toutes les ramifications de la politique étrangère, même de la géographie et des autres implications de ce qui se passe. En ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, je suis tout à fait d'accord avec Madame Nadeau que c'est une politique qui est basée pas seulement de la volonté du président, mais aussi de beaucoup de résolutions qu'on a passées dans le Congrès. Et certainement, peut-être avec un changement dans la personne du président, le ton de la politique va changer, mais je m'en doute que ça va changer grandement dans la substance. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre heure. Je vous remercie pour une discussion, je pense, était extrêmement riche. Encore une fois, merci aussi pour l'organisation de la part de l'IFRI, les soutiens du Forum Bruno Kreisky.
et surtout à vous, Madame Nardon, Madame Novotny, qui avait Merci à vous. contribué vraiment à une discussion qui, je pense, était aussi quelque chose qui laisse pas mal d'espace pour réfléchir encore. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.